Coucou tout le monde, c'est Aimé et bienvenue sur La Ruche. Aujourd'hui dans cette deuxième vidéo sur le War Master, je vais vous parler des 6 affrontements que j'ai eu le plaisir de faire pendant ces 2 jours. Alors déjà, un petit peu de contexte, ce tournoi, moi je l'avais préparé avec un peu moins de sérieux que finalement je m'étais un petit peu, j'avais un peu soufflé disons après ma non-sélection en équipe de France, j'avais bossé un petit peu mais pas à un niveau hardcore. J'avais fait quelques tests pour en fait avoir une liste cohérente et ensuite globalement voilà, j'ai pas fait de partie la semaine d'avant, j'ai passé du temps avec mon conjoint. Voilà, j'ai pas hardcore train ce training, parce que pour moi c'est un training qui va me préparer à améliorer mes estimés pour ce qui est de la ligue l'année prochaine. Alors ça c'est ce que je dis moi, maintenant j'ai fait entre 10 et 15 parties sur 3 semaines, donc bon pour des gens c'est déjà énorme, mais pour finalement moi c'était pas énorme pour une préparation intensive. En tout cas c'était pas une préparation intensive par rapport à ce que peut être un Big Four ou des choses comme ça. Donc voilà, une préparation un petit peu allégée si j'ose dire, mais quand même avec un peu de sérieux. Je pense que je n'arriverai jamais à être complètement décontracté avec ce jeu. Donc le but voilà, c'était d'y aller vraiment pour l'objectif, moi en tout cas, l'objectif premier c'était de déjà prendre de l'expérience sur ma liste, ensuite prendre de l'expérience sur mes estimés notamment, puis après en fait juste passer un bon moment, voir les copains, accompagner l'équipe de France, potentiellement améliorer les matrices de l'équipe après en fonction de mes retours d'expérience sur ce tournoi. Donc voilà, vraiment dans une logique d'instruction presque. Et il n'y avait pas vraiment d'enjeu de performance. Surtout que mon début de partie de tournoi se passe pas merveilleusement bien. Je fais une égalité, une victoire et une défaite au premier jour, donc je sais que ça va être compliqué pour plus. Mais l'ambition n'était pas là, donc de toute façon j'avais pas de soucis à ce niveau-là. C'est vrai qu'à partir du moment du deuxième jour où j'ai commencé à enchaîner les victoires, j'avais un peu l'envie de faire première tyrannide. Et spoil, c'est ce qui s'est passé. Je termine donc Best Infection Tyrannide, même s'il n'y avait pas de titre proprement dit. Moi, il était dans mon cœur et j'étais bien contente d'avoir pris la tête de ce classement éphémère, en tout cas éphémère, en tout cas imaginaire, mais pour moi, mais qui en tout cas pour moi me plaît. En tout cas, c'est important pour moi, voilà, d'être entre guillemets bien placé dans les joueurs tyrannides de manière à parce que j'aime cette armée et il y a une notion un petit peu de fierté tout simplement. Donc voilà pour la vidéo. Je vais également vous parler d'un projet de la chaîne, ce sera d'ailleurs le premier projet de la chaîne. J'espère que vous serez partant pour le chose et je vous en parle tout de suite en préambule de la vidéo. Et donc je vais vous parler du projet t-shirt que j'ai décidé de monter en accord avec Wark. Ce projet c'est quoi? C'est que j'ai fait partie de l'équipe de France, donc de Warhammer 40 000 2023, et à ce titre j'ai eu 2 t-shirts pour équipe de France avec mon nom floqué derrière. Donc voilà, 2 t-shirts, l'idée c'est simplement d'en faire gagner un à l'un d'entre vous. J'en garderai un pour moi en souvenir quand même. Et en fait le but ça va simplement être d'organiser un système de tombola par Tipeee ou par un don unitaire de minimum 5 €. Et bien vous rentrerez dans le pool de gens qui pourront se voir tirer au sort pour se faire envoyer ce maillot. Le but c'est quoi? C'est que derrière cet argent me serve à rémunérer Wark pour en one shot, parce qu'évidemment il n'a pas de salaire, j'ai pas été en mesure de le rémunérer avec des espèces sonnantes et trébuchantes encore. Mais j'ai bien conscience que dans la vie, il faut rendre aux gens qui nous donnent, et voir qu'aujourd'hui c'est l'artisan essentiel de la chaîne réellement, puisque c'est lui qui monte finalement les vidéos. Moi je fais que parler avec mon téléphone, donc j'estime que c'est normal qu'il ait une rémunération, et donc je considère que c'est lui qui doit avoir les sous avant moi. Donc en fonction de ce qu'on aura récupéré, peut-être que j'achèterai un micro, parce que Wark m'a incité à en acheter un. Mon téléphone commence à atteindre ses limites peut-être en termes de qualité audio, donc peut-être que l'augmenter un petit peu par l'achat d'un micro, ça serait plutôt favorable. Et ensuite le surplus sera intégralement envoyé à Wark pour le remercier de sa contribution au montage, à la mise en lumière, en musique des vidéos. Donc voilà, c'est un projet que j'estime plus communautaire en fait, parce que je vous donne quelque chose. Alors, ce sera qu'à une personne, je pense que
c'est plus sympa de recevoir un t-shirt entier que coupé en petits morceaux. Mais voilà, l'idée c'est de voilà, faire un projet communautaire où en gros, bah, je demande de l'argent aux gens, mais c'est pour rémunérer une personne extérieure qui du coup permet à la chaîne d'exister tout simplement parce que moi j'ai déjà j'ai aucune compétence sur le montage et ensuite bah, les journées faisant que 24 heures je n'ai pas le temps de faire en plus du montage, en plus les vidéos, en plus des parties, en plus les trainings, enfin c'est juste pas possible. Donc malheureusement je peux pas tout faire et donc Wark bah, est très gentil de me permettre de mettre mes vidéos en ligne, donc bah, voilà, je veux le remercier tout simplement. J'espère que vous serez réceptif à cette initiative. Il n'y a aucune obligation, il n'y a pas du tout de problème. Si vous ne souhaitez pas, que vous ne pouvez pas, il n'y a aucun souci. Il n'y aura pas de contenu tipeur ou quoi. C'est juste une opération one shot. Voilà, j'estime que ça peut être sympa de lancer ce truc-là. Ça sera évidemment le hasard qui fera les choses. J'ai que 2 t-shirts. Il y en a un que je vais garder, l'autre je vous le donnerai. J'aurais aimé en avoir un peu plus. Malheureusement, je n'en ai pas plus. Mais voilà, l'idée c'est je trouve que c'est sympa, ça me paraît un truc communautaire où on rame tous dans le même sens pour que si le contenu de la chaîne vous plaît, il faut que Wark continue à les faire et donc bah, ça passe aussi par une juste rémunération. Je précise d'ailleurs que c'est un projet qui est à mon initiative seule, il n'y a eu aucune demande de la part de Wark, je l'ai évidemment consulté avant pour avoir son accord, il était d'accord. Il m'a juste parlé de cette histoire de micro, donc vraiment, c'est pas du tout, ça vient pas de Wark, c'est moi qui vous propose ça. J'ai aucune idée de combien ça va rapporter, je n'en sais absolument rien, on verra, on teste. En tout cas, le but du jeu, c'est que voilà, ça permette de faire un petit projet sympa. La personne qui recevra le maillot, je pense, sera content. Et puis bon, on avance tous dans le même sens, donc j'espère que vous serez réceptifs. Je sais que quand on parle d'argent, il y a toujours des gens qui disent ah oui mais non mais il faudrait tout faire gratuitement. Oui, je suis d'accord, j'aurais voulu qu'on fasse tout gratuitement malheureusement. J'ai dans ma vie un petit peu d'expérience, je sais que les gens peuvent finalement avoir d'autres intérêts et s'il n'y a pas un moment un retour de bâton enfin un retour de bâton ça fait pas très sympa mais en tout cas une poignée de main vers quelque chose, si on tend pas la main vers la personne en lui donnant un petit quelque chose, malheureusement, les gens, ça finit par ne plus exister et on en a après conscience bien souvent après quand ça disparaît. Donc voilà, je préfère prendre les devants, les initiatives pour remercier Wark comme ça, en plus de tout ce qu'il fait pour la chaîne au global. Donc voilà, j'espère que vous prendrez ça avec envie, que ça vous hypera un petit peu. Le but, voilà, c'est de partager l'un de mes t-shirts, ensuite rémunérer Wark pour que la chaîne perdure et que ça continue que la mayonnaise prenne parce que j'ai l'impression que la chaîne décolle bien là depuis un mois ou deux, donc je suis super contente. Donc c'est très cool. Voilà, j'espère que vous serez réceptifs et que ça vous plaira. Toutes les infos seront dans la description. Wark vous mettra le lien sur l'image et dans la description pour que vous puissiez rejoindre le Tipeee pour pouvoir faire votre don. Donc c'est un don de 5 € pour que derrière vous serez sélectionné dans les gens qui ont mis au moins 5 €. Donc mettez pas moins parce que du coup il y aura un filtre qui sera mis pour que ça empêche les gens qui ont mis moins d'être dans ce pool. Mettez 5 €, à partir de là vous rentrez dans la bourse et vous serez tiré au sort sans présence d'un huissier pour potentiellement recevoir votre maillot chez vous. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on attaque directement maintenant sur les 6 parties du War Master, c'est parti. C'est donc parti pour la première des rondes contre un joueur Thousand Sun, donc une liste Thousand Sun que vous voyez à l'écran qui est relativement standard avec plusieurs packs de rubriques, notamment 2 packs de lance-flammes avec un personnage à leur tête, Magnus, une Mutalite et un Rhino, et ensuite plusieurs packs de 5 rubriques qui sont là pour faire de la prise d'objectif finalement avec des petits packs. Au niveau du scénario, on était sur un scénario relativement standard, un peu tout ce qui se faisait en V9 avec un primaire relativement facile à faire puisqu'il s'agissait de prendre un objectif pour marquer 5 points. Et en fin de game, il y avait également un primaire associé qui faisait la même chose. Donc une bonne moisson de primaire relativement aisée à faire et pas d'effet particulier sur ce scénario.
La partie s'engage, je n'ai pas le tour 1, ce qui m'avantage puisque tout est caché, donc en fait c'est un tour à blanc que je vais proposer à mon adversaire. Il décide logiquement d'envoyer son rhino donc sur la ruine que vous voyez au centre, où il met son rhino caché de manière à que je ne puisse pas lui tirer dessus, avec à l'intérieur Ahriman et un paquet de 10 rubriques flammeurs. Et la partie s'arrête, enfin son tour s'arrête ici, donc il ne fait pas grand chose. Il ne fait pas de secondaire non plus au premier tour, donc il pioche, je crois, tuer les monstres et engager sur tous les fronts, ce qu'il ne peut pas faire. Donc pour l'instant, on est relativement safe. À mon tour 1, je vais faire une petite advance avec mes tyrans de garde qui m'empêche de venir me cacher entièrement derrière la ruine au centre. Donc en fait, je décide de ne pas aller sur l'objectif au centre. Tout simplement parce que ça engendrait de commit vraiment beaucoup de ressources, en tout cas d'envoyer mon prince, donc une unité quand même très létale, face à lui avec un Magnus qui avec une belle advance pouvait largement, entre un double move etc, prendre une loss, Ahriman avec les lance-flammes, donc j'allais perdre ce pack un petit peu gratos, qui m'empêcherait derrière de mettre du primaire sur cet objet-là. Donc je préfère temporiser, je joue vraiment avec mes Ormagons en haut sur l'objectif caché derrière la grosse ruine. Un biovore qui tient mon objet chez moi et j'attends. Donc je ne contrôle que 2 objets, mais c'est voulu. En plus, je pressens que je vais pouvoir lui nuller son primaire en fin de game grâce à potentiellement l'ombre dans le warp, le trigon et puis les gargouilles. C'est ce qui va se passer. C'est qu'au tour 2, du coup, il est un peu surpris par le fait que je ne peux pas, je ne joue pas la partie, entre guillemets, je n'avance pas. Et donc lui, il décide au début de rester sur place, donc de rien faire non plus au tour 2. Donc il attend un petit peu. Et en fait, on se regarde un peu dans le blanc des yeux, sauf que lui est toujours bloqué avec ses secondaires, tandis que moi j'engrange déjà pas mal de points de secondaire. Et je vais surtout, à mon tour 2, en fait, prévoir un coup, c'est-à-dire que je vais faire arriver mon lictor en rapid ingress à son tour 2 à lui, derrière le conteneur que vous voyez en bas de la table, à côté de l'exocrine et des zoanthropes, pour pouvoir aller sniper ces personnages au prochain tour, qui sont derrière la ruine. Et aussi, je prévois à mon tour de pouvoir reprendre cet objet-là avec un mouvement et tir de mes gargouilles pour pouvoir mettre suffisamment d'OC sur cet objet-là, tout en ayant tué pas mal de rubriques avec mon lictor. Donc je contrebalance ce 10 de primaire initial au tour 2 par un 10 de primaire pour lui à son tour 3. Donc entre guillemets opération blanche à ce niveau-là. Et donc on arrive au tour 3 de la partie où là il décide d'avancer parce qu'il se rend bien compte que là en fait je vais gagner la partie rien qu'au secondaire et qu'en plus je joue en deuxième, donc j'aurai l'avantage de mettre 15 probablement au dernier tour, là où lui en fait je pourrais entre guillemets contrebalancer le primaire, là où ses secondaires vont être un petit peu gênants. Et effectivement du coup ce que j'essaie de faire c'est d'envoyer l'ombre dans le warp au tour 3, et là en plus il va avoir un jet un peu catastrophique le pauvre, parce qu'il va tout rater littéralement. Donc du coup il décide de ne pas agresser réellement comme il le souhaitait, parce qu'en fait il n'a plus assez de points de cabale en fait pour approvisionner cette agression. Donc il va simplement sortir avec ses rubriques et Ahriman pour aller cramer mon pack de tyrans de garde auquel il a retiré la sauvegarde grâce à la capacité d'Ahriman. Manque de peau pour lui, il n'en tuera que 2, ce qui fait que ce pack là va se faire éclater après à mon tour. Et en plus de ça, moi rappelez-vous, j'ai engagé les rubriques de l'autre côté, donc ces rubriques là vont désengager, vont perdre des dégâts dans le tour, et en fait lui il va mettre que 5 de primaire parce qu'il va contrôler uniquement son objectif au tour 3. Donc entre guillemets un petit delta de primaire que j'installe. Et à mon tour, moi, je fais à la fin de son tour 3, la fin de sa phase de mouvement, je fais arriver en rapid ingress mon trigon derrière la grosse ruine en haut à droite, pour qu'il soit vraiment safe. Et vu qu'il n'a pas assez de points de cabale pour me faire des Doombolt, je suis relativement tranquille avec mon trigon là-bas. Donc voilà, tour 3 relativement bien neutralisé. Et du coup, j'entame mon tour 3 donc en déblayant Ahriman et les rubriques et en faisant entre guillemets un gros all-in au centre, que vous voyez là sur l'image en fin de compte. Donc vous avez, Magnus m'avait tué une exocrine je crois sur le tour 2, et moi je prends position avec toutes mes bestioles au centre, je tente le gros all-in, j'éclate littéralement tout ce qui était au centre chez lui, donc de mémoire des packs de rubriques. Mon trigon vient depuis derrière la grosse ruine engager l'unité qui est chez lui, et donc avec un mouvement de 6 pas je viens prendre l'objectif, et en plus mes Ormagones comme vous le voyez viennent ensuite avec un mouvement un petit peu sympa, viennent prendre l'objectif chez lui avec une bonne charge.
Donc bon là c'est la purge, hein, vraiment. Magnus en plus était Battle Shock, donc malheureusement il n'a pas pu intervention héroïque, donc je reprends l'objet un petit peu à sa barbe. Et en fait à ce moment-là mon adversaire me dit que on est donc à son début de son tour 4, et là il pioche des cartes de merde de nouveau, et en fait il se rend compte que la partie est finie en fait, et on décide d'aller très très vite sur la fin de partie. Donc il me tue globalement les tirs en garde, mais il n'arrive pas à tout tuer, ce qui fait que le prince fait quand même assez mal à Magnus. J'ai après tous mes tirs qui vont aller dessus. Globalement, il se rend compte qu'il n'aura plus moyen de sécuriser ses points, et puis mon Trigon est chez lui, hein, là on le voit pas, mais le Trigon est chez lui à éclater les packs de rubriques qui étaient derrière. Donc il se retrouve juste avec Magnus et son Rhino et un petit pack de rubriques. Et en fin de compte, moi je mets 50 de secondaire, de primaire, pardon, une quarantaine de points de secondaire, et lui met une trentaine de points de primaire et seulement 20 de secondaire, ce qui fait que je remporte cette partie 16-4, donc je suis contente de moi. J'ai globalement joué le jeu Tyrannide de manière extrêmement claire ici. Clairement, j'ai simplement refusé la game en me disant je vais mettre mes points de primaire, je vais faire mes 40, je termine, je vais faire 45, et en fait, au final, t'inquiète, moi mes secondaires ça va se scorer, donc zéro prise de risque pour moi à ce niveau-là. Lui s'est aperçu un peu tard que le game plan allait être un peu compliqué s'il a joué en attente. Et au moment où il a pris la décision d'y aller, c'est là qu'il a raté tous ses Battle Shock. Donc manque de peau pour lui. Ça s'est très très mal passé. Donc je gagne cette partie. Globalement, pas de... Pour moi, le match Thousand Sun est vraiment lié à l'utilisation de Magnus. Je pense que le Tyranny ne peut pas sortir stablement Magnus. En tout cas, quand il est, sauf à moins qu'il soit Battle Shock. Parce qu'en fait, le Finnopen As4 qu'il obtient sur les blessures mortelles, enfin sur les blessures psychiques, pardon, fait qu'il est extrêmement dur à sortir, et en fait le moins 1 dégâts détruit la létalité du corps à corps tyrannide, donc c'est très dur à sortir. Maintenant, quand il est tout seul, ça reste qu'un OC6 qui tape un peu, mais j'ai des Finnopen, donc en fait j'arrive à m'en tirer de cette manière-là, et je pense qu'il aurait dû le jouer plus agressif Magnus. Il l'a vraiment laissé caché derrière les 2 L de ruine que vous voyez sur la droite de la table, et en fait il l'a laissé caché derrière, sans doute par peur de ma létalité, alors qu'il n'avait vraiment aucune raison d'avoir peur de moi à ce niveau-là. Et du coup c'était très positif pour moi, puisque j'ai vraiment pu temporiser sa létalité pendant les 2 premiers tours, ce qui m'a permis moi d'engranger du primaire tranquillement, et ensuite de deny le sien avec l'ombre dans le noir, puis mes arrivées de Trigon, etc. Donc globalement la partie s'est passée comme elle le devait. Il n'y a pas eu de gros problèmes, mais je pense que l'adversaire ne connaissait pas le match-up, ce qui explique pourquoi il a tardé à jouer Magnus, parce que c'est vraiment un match qui est beaucoup plus difficile à mon sens si Magnus est utilisé de manière beaucoup plus agressive. On passe désormais à la deuxième partie de ce tournoi, donc contre un Custodes roumain qui jouait 2 packs de Custodian Guard avec 2 Calidus, les Caladus, pardon, les chars, et c'est bien ça qui me posait problème dans ce match-up, parce que le Custodes, j'ai tendance à trouver que ça se gère un petit peu. En revanche, quand il y a des énormes chars qui détruisent vos monstres hyper facilement, les prises de position des exocrines est quand même vachement réduite. Et surtout, une fois que j'ai tiré, il y a de grandes chances qu'il arrive à me tuer mes monstres. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ce match. C'est-à-dire qu'il va me tuer mes monstres avant qu'ils puissent globalement avoir de l'impact sur la partie. Et malheureusement, en plus de ça, le scénario, donc c'était le scénario des servocrânes, donc qui consiste à pousser les objectifs lorsqu'on les contrôle, et qu'on ne marque des points de primaire uniquement quand on contrôle un objectif qui est dans la moitié de table adverse. Et en fait, du coup, lui va avoir le tour 1 en plus, qui parachève entre guillemets un match très compliqué pour moi, parce qu'en plus il commence, du coup il pousse tous les objets chez moi. Donc pour pouvoir contrer son primaire, je suis obligé de m'exposer aussi énormément. Donc au début j'envoie des gargouilles, des ormagones pour pouvoir contrer, mais rapidement il me les tue, hein. Donc après rapidement il me repousse encore, et en fait moi j'ai réussi à repousser une fois, mais lui il repousse à nouveau, donc on revient sur un objectif qui est toujours dans ma moitié de table. Par chance, je parviens sur la droite avec un Lictor à pousser un objectif qui va finalement arriver jusqu'à sa zone de déploiement, entre mon Trigon et un Lictor qui se font un relais avec l'objectif pour pouvoir mettre un touchdown dans la zone de déploiement adverse, qui va me permettre de marquer de mémoire
15 points de primaire, plus 8, plus 5, donc je marque quand même pas mal de points de primaire, là où en fait je me fais complètement enfoncer au primaire, lui va mettre ses 50 points de primaire, et en fait au tour 2, donc très rapidement dans la partie, je suis obligé d'envoyer mon pack de tir en garde sur le pack de garde custodian mené par Trajan. Donc pour rappel, il y a un fight first, mais j'ai pas le choix parce qu'en fait si je n'y vais pas, en fait je ne pourrai pas tuer qu'au tir ce pack. Donc le pari que je fais, c'est de faire assez mal au tir entre mes zoanthropes, mon exo sur ce pack là, pour ensuite tanker au tir en garde qui vont fight and death finalement, et ensuite réussir à sortir ce pack avec mon prince qui fait quand même de grosses attaques dégâts 3, etc. Alors c'est ce qui va se passer, globalement je vais laisser juste Trajan vivant entre mes tirs, mes closes. Je perds mon pack de tir en garde, mais mon prince est intact. Après derrière mon prince prend le gros pack de 10 sur le pack de Warden pardon, sur la figure, donc je meurs évidemment. Mais mon prince meurt en ayant fait finalement pas mal de boulot, parce qu'il détruit finalement un pack de custo et oriente la game vers le centre, ce qui me permet ensuite d'éviter qu'il m'enfonce complètement sur l'objet en haut chez moi. Alors il marquera un petit peu, mais moi j'arrive à chaque fois à le repousser un petit peu, et sur la droite j'arrive à l'enfoncer chez lui. Ce qui fait que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lui m'enfonce définitivement au centre parce que j'ai plus de la ressource, donc il vient mettre des objets chez moi. Mais moi, du coup, j'arrive à mettre un objet dans sa zone, ce qui permet de marquer 8 et donc, comme je vous le disais, d'exister au primaire, puisque à chaque fois, je parviens au primaire à marquer des points là où normalement j'aurais quasiment pas dû en marquer. Donc ça se termine sur un 14-6 pour lui. Donc pour une victoire custodaise sur un scénario très compliqué, sans l'initiative, avec une liste qui était aussi bien taillée pour détruire des monstres. Donc je pouvais pas faire grand chose. Cette partie a été streamée par French Wargame Studio, donc sur Twitch vous pouvez la retrouver. C'est une partie qui était compliquée, hein, très honnêtement, je voyais pas bien ce que je pouvais faire. J'ai essayé de me bagarrer. Peut-être qu'un scoring en fixe, en secondaire, aurait été probablement meilleur, puisque là j'aurais vraiment pu assurer au moins pas loin de 40 points de secondaire, là où j'en ai marqué un peu moins de mémoire, ce qui aurait plutôt fait un 13-7 plutôt que 14-6. Mais bon, en tout cas, cette analyse, je la fais vraiment a posteriori. C'est vraiment à la fin du match numéro 3 qu'on va voir ensemble que je me suis dit qu'il fallait vraiment jouer en fixe de manière générale, ou en tout cas étudier sérieusement l'option. Ce que je n'avais pas fait à ce moment-là. Donc première défaite du tournoi contre un custo, j'ai aucun regret, le scénario était contre moi, la liste était contre moi, l'initiative était contre moi, donc là c'était compliqué, et d'ailleurs je faisais un petit coup de gueule le soir sur ce scénario-là, et on verra sur la ronde 3 aussi, c'était un peu chiant. Ce sont des scénarios où les objectifs bougent, et dans un jeu compétitif, quand on bouge les objectifs, où il y a des figurines dessus, on perd tout de suite un petit peu la compréhension de la partie. Toutes les prémesures qui étaient faites sont vraiment rendues un petit peu sont perdues parce qu'on rebouge les figurines. Enfin, c'est très chiant. Donc là, franchement, ces deux scénarios, déploie les Servo Skulls et puis le rituel, sont quand même des scénarios qui me paraissent vraiment pas compétitifs, parce que autant je comprends la cinématique de jeu, de se dire on amène les cerveaux crânes vers l'adversaire pour marquer des points, c'est sympa, c'est cool, mais en termes d'ergonomie de jeu, c'est vraiment très compliqué. Et donc on attaque maintenant la troisième partie du premier jour de ce tournoi. Donc j'affronte de nouveau un custodes. Donc là je me dis, deux fois le même match, c'est un peu embêtant. Il joue pas la même liste, c'est le custodes luxembourgeois d'ailleurs. Il a une liste basée sur 3 packs de Warden, 3 packs de Custodian à la russe, 2 packs de Sista et un Shield Capitaine, un Blade Champion et Trajan qui vont respectivement dans les packs de Warden. Globalement la liste me fait un peu peur, parce que là encore c'est une liste où je ne suis pas sûr d'avoir assez le bal pour détruire son armée. On joue sur le scénario le rituel, donc qui est en gros il n'y a aucun objectif sauf celui du No Man's Land au milieu, et ensuite on crée des objectifs à 9 pas. Donc en fait je sais que le primaire va être quand même relativement simple et que c'est plutôt à son avantage, parce que lui il va pouvoir conserver les objectifs chez lui et ensuite venir challenger les miens, et donc potentiellement faire un delta pour lui. Au niveau de la liste, globalement,
je décide de jouer en Maelstrom et c'est vrai que ça surprend mon adversaire parce que lui, a priori, son joueur que le Tyrannide jouait en fixe. Et effectivement, je vais me rendre compte en cours de partie que j'ai un tirage de secondaire pas exceptionnel. Et donc, du coup, ça se complique un peu en termes de scoring. Là où le Custodes n'aurait clairement pas pu me challenger si j'avais déployé les balises de déportation et un engagé sur tous les fronts. Et c'est ce que je vais décider de faire à partir de la fin de cette partie-là, sur le reste des 3 parties du lendemain, du coup. Et en tout cas, là, clairement, je pense que ça aurait été vraiment bénéfique pour moi. Globalement, la partie, on s'échange coup sur coup, je lui fais un peu mal au tir, il finit par m'enfoncer. Je challenge entre mes tyrans de garde et ses wardens, je finis par gagner ce premier affrontement. Ensuite, il m'enfonce un petit peu sur le côté à cause d'un rapid ingress que je ne pouvais pas vraiment éviter avec son gros pack d'Alarus. Il va me cliquer mes zoanthropes et une exo. Derrière, je réplique avec mon trigon, donc c'est l'image que vous avez à l'écran où le trigon, je l'ai fait arriver en rapid ingress, pardon, pas en rapid ingress, mais en réserve pour prévenir cette agression d'Alarus. Globalement, on s'échange coup pour coup, on se bagarre au milieu, on a tous les deux une facilité à faire nos primaires. Je n'arrive pas à créer un delta à cause des cartes qui sont un petit peu défavorables dans mon tirage. Et on termine ça sur un 10-10. Alors 10-10 à mon avantage, je crois que je mets 4 points de plus que lui. Mais c'est un 10-10, donc égalité en termes de ronde. Globalement, je pense que cette partie était largement prenable pour moi si j'avais pris des secondaires fixes, notamment déployer les téléportomeurs et les engage, où j'aurais mis sans difficulté 8 points à chaque tour, ce qui fait 5 x 8, ça fait les scores, et puis derrière, c'est réglé, quoi. Là où j'ai été un peu légère en termes de scoring de secondaire. Donc voilà, en tout cas, pas de regret, partie très sympa. En plus, j'étais contente, je l'ai faite en français, donc faut pas imaginer que faire 3 parties 2 jours de suite avec la route, etc., c'est complètement reposant, donc ça ne l'est pas du tout. Donc toute la fatigue qui peut être un petit peu déchargée en jouant en français, en tout cas pour moi, c'était très bien. La partie était hyper cool avec un adversaire très sympa que je salue s'il regarde la vidéo d'ailleurs. Et en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, l'enseignement, c'était qu'à partir de cette partie-là, je me dis, il faut jouer en fixe, en fonction des scénarios, des déploiements évidemment. Mais là, en tout cas, je me dis clairement, j'aurais dû jouer en fixe et la partie aurait été encore plus agréable pour moi, si j'ose dire. On arrive aux parties du mercredi, donc là encore j'affronte un 3e Custodes et là je commençais à en avoir vraiment marre, j'étais en mode mais pourquoi je vais faire des affrontements qu'avec des custos? C'est même pas que le match custo n'est pas bon, parce que je pense que c'est un match qui est ok, mais c'était juste j'avais envie de diversité et affronter 3 fois du custo. Alors ce qui était drôle, c'était que c'est 3 archétypes différents. Là, j'affronte un joueur néerlandais, donc avec les 3 personnages identiques, le Shield Capitaine, Trajan, le Blade Champion. Et lui jouait 2 packs de 10 custodiens, 1 pack d'Alarus, 2 packs de 2 Alarus et des Extraction Squad, donc les escouades d'Arbites, entre guillemets, sur un scénario où on place soi-même les objectifs. Donc là, je fais une première erreur de ma part, c'est que je n'ai pas compris le scénario. En fait, je pensais qu'il y avait 6 objets. Et en fait, il n'y en a que 5, et en fait, je gagne le premier jet de dés, ce qui pour moi me dit je me déploie là où je vais me déployer là. Donc je mets mes dés en place sur la table et je place mon premier objectif en bordure de zone de déploiement, en me disant de toute façon je vais jouer là. Lui fait de même, et puis après j'ai mon objectif et je mets l'objectif finalement encore à côté de ma zone de déploiement. Et lui en met un, entre guillemets, chez lui finalement. Enfin voilà, en fait on en a 3 qui doivent être, 2 qui sont dans les zones de déploiement, et en fait 3 qui sont dans le No Man's Land, et moi j'en place 2 proches de ma zone, ce que je pense être ma zone. Et là il me dit maintenant on va lancer le dé pour l'attaquant défenseur, et je lui dis mais ça n'a pas été fait avant? Il me dit non, c'était juste le jet pour savoir qui place en premier l'objectif. Et là je me dis ok, j'ai mal lu le truc, j'aurais dû faire plus attention, parce qu'en fait évidemment je vais perdre ce jet de dé.
et il va décider de jouer évidemment là où il y a les deux objectifs proches de la zone de déploiement. Donc la première erreur de ma part, alors fort heureusement, ça je l'avais anticipé, j'avais mis ces objectifs en plein dans des couloirs de tir pour justement éviter qu'ils puissent, en tout cas que je puisse mettre mes monstres moi sur ces objectifs là pour pouvoir garder ces objets et ensuite déployer des lignes de vue aisées. Donc dans mon malheur j'ai eu de la chance, mais en tout cas j'en menais pas large quand il m'annonce ça, parce que j'avais vraiment pas compris. Et puis en plus là c'est de ma faute, c'est clairement les scénarios du War Master, j'ai été un petit peu flemmarde et je les ai pas vraiment bossés. J'ai préféré faire des tests sur des scénarios un peu standards, et du coup les scénarios un petit peu atypiques m'ont surprise au niveau de leur exécution, en tout cas de leur mise en place. Donc on commence cette partie, alors j'ai le tour 1, ça m'avantage pas trop parce qu'évidemment tout est caché, donc je décide de placer finalement mon pack de garde sur l'objectif dans ma zone qui est gardée par un biovore, et ensuite mon prince sur le gros objo. Je fais très attention de rester assez loin de lui parce que là en fait au niveau de son déploiement, il a mis ces deux énormes packs derrière les deux grosses ruines qui composent sa zone de déploiement, notamment le pack qui peut advance ses charges sur le flanc le plus à gauche de la photo, donc il peut venir menacer depuis l'objectif, en tout cas la grosse ruine occultante. Il a un pack de gars qui peut advance ses charges, donc avec une portée de 24 possible. Alors au premier tour il va pas avancer beaucoup, et en fait il va se poser finalement sur ces deux objets, comme finalement c'est gratos, il va faire 15 points et moi je vais en faire que 10, et en fait je vais réussir, alors là il y a eu une petite incompréhension de sa part. En fait son objectif chez lui est dégarni, ce qui va me permettre à mon tour 2 de FEP avec mes gargouilles et de venir contester son objectif. Donc je lui le mettra pas 15 de primaire mais seulement 10. Donc là et puis en plus mon Malceptor qui était sur mon flanc droit va venir contester son objet, ce qui fait qu'il ne met que 5 à son tour 2, là où lui espérait sans doute mettre entre 10 et 15. Donc là déjà il dit ouais tu m'avais pas dit pour le mouvement. Je dis je suis désolé mais c'est connu les gargouilles, je pensais que tu connaissais. Sachant qu'il faut imaginer que la clock est de 3 heures sur les War Master, donc c'est quand même des scénarios où en plus on avait fait juste avant déployer le Servo Skull où les objets bougent et le rituel où on crée des objectifs. Donc là encore c'est deux scénarios qui sont très consommateurs en termes de temps parce qu'on perd du temps à bouger les objectifs sur la clock. Là il se trouve qu'il n'y a pas d'objectif qui bouge, mais il y avait une notion je voulais vraiment pas me faire clock, donc je voulais speeder. Donc effectivement les présentations de liste sont extrêmement succinctes. Moi je demandais à mon adversaire finalement les augmentations qu'il avait mis sur ses unités, les équipements, tout étant WYSIWYG. Pour moi c'était ok, si la personne voulait checker quelque chose, il avait juste à regarder sur l'application Game Workshop. Bon, il me dit qu'il ne savait pas, j'ai quand même un peu de doute, c'est un joueur de sélection. Bon, bref, je pense qu'il a été un petit peu déçu de voir que surtout que je lui ai demandé s'il voulait Overwatch, il m'a dit non, ce qui me paraissait être une bonne idée parce que clairement il m'aurait jamais tué mes 10 gargouilles. Donc voilà, donc la petite tension ici, pas grand chose. Ensuite, clairement mes exocrines ont été un peu on fire dans ce match, ce qui va me permettre de lui faire assez mal au tir. Et en fait on va s'épuiser globalement. Lui, en fait ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon déploiement, et ça je le vois directement, c'est que en fait s'il veut venir chez moi, en fait soit il doit venir vraiment très proche de chez moi sur mon objet qui est de mon côté, donc l'objet où vous voyez mon prince sur l'objectif sur la photo, et en fait j'ai mis tous mes tirs de l'autre côté, là où vous voyez l'exocrine et les zoanthropes, mais du coup il n'y a aucun objet sur cet endroit là, ce qui veut dire il doit y aller pour venir me finir mes escouades de tir, mais il ne peut en aucun cas y aller pour du scoring. Donc en fait c'était déporter entre guillemets le problème, soit venir détruire ma létalité mais sans ressources de primaire pour lui, en tout cas de contestation de primaire, soit il vient de l'autre côté, mais dans ce cas-là il s'exposera à tous mes tirs après. C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à son tour 2 il va charger mon escouade, alors il va charger mes zoanthropes, alors que j'avais fait un cordon avec mes ormagontes et puis mes gargouilles, enfin mes gargouilles étaient chez lui, mais les ormagontes font un cordon du côté où je veux vraiment pas qu'ils viennent, pour qu'ils se concentrent sur mes unités de tir, avec le Malceptor qui est plus là mais qui était dans ce coin à droite, les zoanthropes et l'exocrine, et il prend à chaque fois, j'utilise un PC pour Overwatch avec l'exocrine puisque la statistique est quand même correcte, avec les 6 qui explosent, on touche à 5+, et c'est du dégât 3, il peut pas moins 1 dégât, donc chaque fois qu'il rate une save c'est un custo qui saute, donc tous les tours il va prendre un Overwatch d'exocrine et tous les tours il va prendre les exocrines sur la figure, donc je parviens un petit peu à l'affaiblir. Et en fait, il va charger mes zoanthropes qui sont sur l'objectif, sur la petite ruine chez moi, à droite de mon neurotrope sur l'image.
Et en fait, il va charger mes zoanthropes. Et moi, là, du coup, j'utilise pour 0 PC mon prince qui va faire une intervention héroïque qui va me permettre de reprendre l'objectif. Et surtout, lui, il va devoir splitter ses attaques parce qu'en plus, il avait une charge assez lointaine qu'il a tenté, une charge à 8. Mais vu qu'il était bloqué sur le mouvement par les Ormagones, tout le monde ne pouvait pas atteindre réellement les zoanthropes, ce qui fait que j'ai pu le taper avec les gardes. Et donc, du coup, lui, il a dû séquencer ses attaques. Et ça va être assez dramatique pour lui parce qu'en plus, du coup, j'avais fait arriver mon Trigon en prévision sur mon flanc de tir pour pouvoir protéger. Ce qui fait que ce pack de Custodian avec le Blade Champion va se faire littéralement pulvériser à mon tour entre le close de mon prince, les tirs dessus, sachant que mon prince désengage. D'ailleurs, là, il me rend un peu la monnaie de ma pièce de mes gargouilles parce qu'en fait. Je rate mon Battle Shock avec mon prince parce que j'avais perdu assez de tirs de garde. Et en fait, je désengage mon prince et je lance le jet de désengagement et je me rends compte qu'en fait, je suis à 0 d'OC. Donc en fait, j'aurais mieux fait de gagner un PC pour ignorer ces effets-là. Et il me le refuse. Il me dit, tu as déjà lancé les jets de repris désespérés, donc maintenant, trop tard. Alors qu'il n'y a aucune incidence puisque je perds aucune figurine. Mais il me le laisse pas. Bon, je me dis c'est pas super cool, mais bon, c'est pas grave. Donc je fais autrement, je fais autrement, je tue son pack au tir, comme ça il n'y a plus de personnes sur l'objo et moi je mets un biovore dessus, ce qu'on voit à l'écran ici, ce qui concurrence en fait cette décision qui m'a été refusée. Et en fait après il va venir avec des Alarus. En fait ce qui se passe c'est que là à partir de là moi je joue en rétention, sachant que moi je fais mes 8 de secondaire à tous les tours. Lui a un scoring secondaire assez mauvais parce qu'en fait il n'arrive pas à tuer ni les personnages ni les monstres, donc en fait il est gêné tout simplement par ses cartes. Et en fait, voyant ça, moi je me dis, j'ai juste à protéger mon objet chez moi. Donc ce que je fais, c'est que je me reste à plus de 18 de lui. Il n'a plus de pack qui advance ses charges. Donc en fait, lui, je le laisse marquer ses points de primaire. Mais moi, je m'envole complètement en secondaire. Lui est bloqué avec des cartes qu'il ne peut pas faire. Et en fait, je finis par gagner cette game 13-7. Donc un match qui a été maîtrisé. Là, je vois clairement que, un peu dans la même situation que la partie d'avant contre le Custodes, cette fois j'ai joué en fixe. Et effectivement, le secondaire, le scoring en fixe est quand même assez stable. Tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué pour un Custodes de bloquer tout simplement le scoring d'un seul socle de 25 dans sa zone. Et l'engager sur tous les fronts est aussi relativement simple avec les biovores, voire les lictors. Donc ça se faisait bien. Donc je gagne cette partie très sympa contre un joueur néerlandais. Le mec, je discutais un petit peu avec lui parce qu'on avait fini assez en avance finalement avec les objets qui bougent plus, la cloque était large. Mais et il me disait que j'avais très bien joué, que j'avais vraiment j'avais joué il me dit t'as joué à la perfection, tu m'as bloqué pour tout. Il m'a demandé si je pensais qu'il aurait pu faire mieux et je lui ai dit à ce moment-là que je pensais qu'il ferait un rapid ingress plus tôt dans la partie dès le tour 2. Il l'a fait que tour 3 et il m'a dit ah ouais j'ai oublié, en fait j'y ai pensé mais vu qu'on était déjà en phase de tir, je t'ai pas demandé, pour moi c'était oublié. Je trouvais ça curieux parce que honnêtement il me l'aurait demandé, je l'aurais accepté évidemment. Je pense qu'il disait ça a posteriori en me disant ouais, oui, t'as raison, mais il voulait pas dire que j'avais raison et il disait qu'il avait oublié. Mais en tout cas, clairement, je pense qu'il a fait une erreur là-dessus de ne pas faire arriver son pack d'Alarus en même temps que le pack de Warden qui m'a chargé chez moi. Parce que tout simplement, ça aurait vraiment enfoncé probablement En tout cas, ça aurait rendu l'équation plus dure parce que j'aurais eu 2 packs à gérer au lieu d'un. Là où son deuxième pack de 10 était resté sur son objo, avait été un peu gêné par le mouvement du Malceptor et j'étais moi resté à plus de 18, donc il n'avait pas le choix en fait. Soit il sortait de son objectif, soit il venait chez moi, sachant que l'objectif chez lui que vous voyez en haut, au milieu de la table en haut, lui avait été à ce moment-là utiliser un CP pour le conserver. Donc je m'en sors bien sur cette partie. Vraiment, il est venu vers moi, j'ai pu le nettoyer et mon scoring a fait la différence en matière de secondaire, bien aidé par les gargouilles qui lui ont contesté son primaire pendant un tour. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Disons que le jeu tyrannide, c'est vraiment ça. Je vous en avais parlé sur la partie liste, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment laisser l'adversaire faire des choix, réagir à ses choix en essayant de les anticiper un petit peu et jouer enfin sur le côté secondaire auto pour obliger l'adversaire à faire des erreurs. D'ailleurs, sur cette partie, je savais qu'il allait jouer en dernier et donc je sais qu'il allait marquer 15 points de secondaire. Donc j'ai fait exprès d'attendre mon ombre dans le Loir pour le faire au tour 5 où en fait il avait envoyé ses Alarus chez moi, les unités de deux Alarus, pour laisser juste 5 Extraction Squad sur son objet chez lui.
Et vu que c'est un commandement pourri avec le -1, j'avais bon espoir de le faire Battle Shock, ce qui fait qu'à son tour 5, il rate le Battle Shock et donc il ne met que 10. Donc là encore, au lieu de mettre 15, il remet que 10. Donc entre les gargouilles et l'ombre dans le warp, je lui aurais deny 10 points de secondaire. Donc c'est quand même loin d'être négligeable et ça enfonce encore un score qui était peut-être un petit peu à son avantage sur le primaire et qui du coup a été contrebalancé par ces effets-là qui sont offerts par le tyrannite. Cinquième partie désormais, je vous parle de ma partie contre les RK, donc un joueur allemand. Donc là j'étais très contente d'affronter autre chose que du Custodes, parce qu'après 3 parties de Custodes j'en avais un peu marre. Donc je joue contre un joueur allemand qui joue 6 brigands, 6 stalkers et 2 huntsman, donc en fait une liste basée sur que des petits. Donc il se déploie frontline contre moi et on joue sur le scénario où il faut avoir des personnages sur les objets. Alors sa liste était composée de 6 stalkers qui sont des personnages, donc là encore du coup c'était probablement un avantage pour lui parce qu'il avait vraiment la possibilité de mettre des figurines personnages sur plein d'objets. Par contre il donnait beaucoup de points d'assassinat. Moi je décide de ne pas jouer à l'assassinat parce que je me dis si jamais il en utilise qu'un ou deux, il peut me bloquer sur mes secondaires. Donc là aussi je joue en engage et en deploy. Parce que tout simplement, vu que c'est des unités qui tirent, il va vouloir prendre des lignes de vue et donc s'avancer. Et les autres, vu qu'ils ont que des tirs et du corps à corps, il va vouloir avancer pour me reprendre la table. Donc je me dis qu'il va sans doute avancer, qu'il ne pourra pas cloisonner toute la table. Donc d'ailleurs on a fait une erreur sur ce scénario, on a joué en déploiement à l'horizontale alors que c'était une diagonale normalement, c'est sans conséquence. Mais on a mal joué ce déploiement, lui et moi, on n'a pas percuté. Globalement, la partie, je commence, je fais pas grand chose parce que quasiment tout est caché, je grignote un RK avec mon Alceptor, et il avance lui tous ses unités, c'est-à-dire qu'il avance tout. Alors je bloque évidemment les couloirs avec mes biovores, donc il y a typiquement il y a un passage que je bloque et le centre, tout simplement pour le gêner un peu sur les mouvements. Ça le bloque pas vraiment puisque le RK a un stratagème pour passer par-dessus, etc. Mais ça le bloque toujours en termes de... Ça lui consomme des PC à chaque tour, donc c'est intéressant. Donc je le gêne un peu et en fait, il fait un gros all-in, c'est-à-dire qu'il vient avec toute son armée au milieu de la table. Et moi je me dis très bien. Et puis là en fait c'est la purge parce que je lui éclate 6 RK. Donc c'est essentiellement sur mon flanc droit, donc les images, là on voit mon déploiement, c'est moi qui prends la photo, donc c'est de mon côté. Imaginez qu'on joue en aube de guerre. Donc je vais nettoyer les 6 RK qui viennent sur le flanc à droite, donc mon flanc droit, entre le tir, le corps à corps du prince qui parvient à atteindre les RK. Je vais éclater complètement ce flanc-là, donc en fait, et pendant ce temps-là, évidemment, je recloisonne avec mes spore mines le flanc gauche pour l'empêcher d'avancer trop vite vers moi. Donc il garde le centre parce qu'il lui reste encore un peu d'OC. C'est à ce moment-là que au tour 2 que j'utilise l'ombre dans le warp. Il va louper des battle shocks, il en loupe pas mal d'ailleurs. Ce qui fait qu'il met que 5 de primaire là encore, alors qu'il tenait 3 objets, parce qu'il faut imaginer qu'il y a un objectif derrière la grosse queen chez lui au centre. Et là, donc au lieu de mettre 15, il met que 5. Donc là encore, là on voit le gros impact possible de cette ombre dans le warp. Mais en gros, ça va se passer de la manière suivante, c'est qu'à partir du moment où il a perdu 6 RK, il ne peut plus gérer à la fois le gros pack avec les tyrans de garde, les monstres, les zoanthropes. Donc là il va finir par me rentrer dedans, mais là aussi j'utilise des overwatch parce que chaque overwatch que je fais avec un zoanthrope, vu que j'ai pris létalite contre lui, c'est à la fois une blesse et c'est une blesse en D6+1, donc là encore ça peut faire très mal. Donc il y a un RK qui était affaibli qui meurt sur cet overwatch là. Derrière il me prend un pack de Zozo sur son tour 2 en me tuant entre le tir et le corps à corps, sauf qu'il s'expose encore, donc là encore je retue 3-4 stalkers et à partir de là l'adversaire qui était très sympa au début commence à être un peu chafouin et il devient un peu moins cool sur la table. Bon, pareil, il m'autorise pas une conso que j'ai fait un peu rapidement avec mes Zormagones, ce qui lui permet de sauver 5 points de primaire sur le centre, alors que c'était très facile pour moi de les prendre, mais il ne l'autorise pas. Bon, c'est pas très grave. Je finis quand même par tout simplement par gagner, parce que là, à partir du moment où il a plus assez de RK, il a plus assez de létalité, et moi je prends des lignes de vue avec mes monstres, et entre les exocrines qui sont dégâts 3, les zoanthropes qui sont force 12 de mage D6+1, le prince au centre, qui peut faire des interventions héroïques gratuitement et qu'il a du mal à tuer avec l'invue à 4, l'endurance 10, le fin open que je peux lui mettre, et en plus la double relance à 4+, parce qu'en fait j'ai une relance grâce à mon trait, et en plus une relance pour un PC, et encore une relance possible
un dédoublement de stratagème. Donc là, le prince est vraiment très dur à tuer. Donc voilà, mon prince finit par aller mettre ses fesses sur son objectif à lui. Je finis par faire moi mes points d'engage, hein, je fais mes 40 points de secondaire de manière quasiment auto, et je lui conteste en fait le primaire, et le delta se fait vraiment entre le secondaire, parce qu'évidemment le secondaire, j'ai pas pris engage, pardon, j'ai pris déployer les brouilleurs et tuer les véhicules évidemment contre lui. Donc bon bah ça allait très rapidement, je suis monté à 20 pour le Bring and Dawn, et puis rapidement à 20 aussi pour l'engage. Donc la grosse victoire, hein, je gagne 16-4 sur un match qui est à mon avis assez favorable. Je pense qu'il a été trop all-in, il a vraiment joué trop all-in, il m'a pas respecté, il s'est dit Tyrannide c'est nul, je lui rentre dedans, ça va bien se passer. Et c'est vrai que mon tour 2 est monstrueux parce qu'en fait tout est à portée, et en plus je le charge avec le prince. Donc pour vous donner une idée, hein, c'est que le pack, j'ai tué je crois 4 ou 5 RK au tir, j'en tue un de plus au close avec le prince, en tout cas 2, je crois que j'en tue 2 au close, mais j'avais assuré le coup. Et en plus de ça, après en Overwatch, derrière il en repère un autre, donc en fait il perd sur son tour 2, il perd littéralement 7 RK sur les 13 je crois qu'il avait. Donc là c'est quand même un peu la purge. Donc rapidement je sais que la partie part bien, et là aussi je me dis mais en fait je suis vraiment très très bien, parce que je suis à 4 victoires, à 3 victoires, 1 nul positif et une défaite qui est pas énorme. Donc je me dis en fait ça va possiblement bien se passer ce tournoi. Donc j'étais très contente. On finit la game de manière cordiale avec mon adversaire, il n'y avait pas d'animosité, mais c'est vrai que je pense qu'il a été un peu deg de perdre ses RK comme ça, il ne s'attendait pas à prendre aussi cher. Mais bon, rusher une armée tyrannique qui a 12 zoanthropes, 2 exocrines et un malceptor et un prince, bon bah faut s'attendre un petit peu à un payback à un moment, donc voilà. Donc je gagne cette partie, globalement contente. Le scénario en plus, pareil, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon Death Sleeper a posé ses fesses sur un objet toute la partie à partir du moment où j'avais nettoyé le flanc droit. Donc toute ma létalité peut aller vers le centre pour le gêner. Donc vraiment j'ai pu optimiser là mon Death Sleeper qui est personnage et non opératif, ce qui est extrêmement précieux sur ce type de scénario où les personnages amplifient le score de primaire. Et donc je tombe en dernière partie contre un joueur Craftworld. Donc bah, évidemment je n'avais pas pris de Craftworld ou QGN Stealer du tournoi, donc il fallait bien que je m'en bouffe un. Et bien je tombe sur un Craftworld, donc un joueur, je crois que c'est le capitaine luxembourgeois qui jouait à Eldar. Alors une liste, hein, bah, tout ce qui est subtil, hein, un Farseer, un Spirit Seer, l'Incarne, 2 Night Spinner, 5 Shadow Spectre, 3x5 Spider, 10 Wraithguard et le fameux Wraith Knight. Globalement, la partie est relativement intéressante. C'est toujours une partie intéressante. Moi, je trouve que l'Eldar est pas ouf sur le Tyrannide. Tout simplement parce que n'ayant pas beaucoup d'invulnérables sur mes monstres, mes choses comme ça, je tank au PV. Et en fait, quand on tank au PV et qu'on a un fine open, bah, les blessures mortelles sont pas dramatiques, clairement. Donc en fait, ça me paraît pas être un match complètement nul pour moi. J'avais déjà eu au moment du Silver GT fait une partie contre Lugo, qui avait joué à l'époque où c'était encore plus fort l'Eldar, et où moi je jouais une liste moins optimisée. Je lui avais vraiment mis des bâtons dans les roues, et je m'étais aperçu déjà à ce moment-là que les blessures mortelles marchaient pas extrêmement bien sur le Tyrannide, parce que j'ai beaucoup de PV. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir le premier tour. Alors, je peux pas tout cacher, donc il va tirer dans un pack de zoanthropes, il va m'en tuer 2. Je crois que c'est ça, genre que j'avais le fin open évidemment. Il va m'affaiblir assez salement une exocrine. Donc voilà, j'avance, hein, je peux pas faire grand chose. Il me tue un pack de. Voilà, il m'affaiblit drastiquement un pack de zoanthropes. L'exocrine sera après. Donc bon, ce que j'estime logique. Moi je viens placer mon Lictor, hein, sur l'objectif chez moi pour avoir du lone-up. Et puis j'avance, mais mon pack de tir en garde était sur l'objectif, sur les grandes ruines en haut à gauche. Et en fait, grâce à une bonne advance, je positionne derrière l'occultant. Alors l'occultant évidemment contre un Wraith Knight, c'est toujours un petit peu une option pas sereine, mais en tout cas je me protège de ces autres tirs. Les Night Spinners vont d'abord tirer sur mes Ormagaunt, et là j'étais assez surprise. Je pense qu'il aurait tout de suite mes Biovores. Il a tiré d'abord dans mes Ormagaunt, ce qui ne servait pas à grand chose à mon sens. Et en fait au tour 2 il va faire donc j'ai posé évidemment des spores mines moi pour faire mes actions. Je joue encore une fois en fixe, en déployer les balises de téléportation et en engage.
Et en fait, il va faire pop l'incarne chez moi en ayant tué une Spore Mine qui était au centre. Et cette incarne va charger mon exocrine. Évidemment, on va la tuer. Là, il va tuer mon Malceptor au tir. Me faire un petit peu de dégâts sur... Enfin bref, rien d'extraordinaire. Il va m'affaiblir drastiquement l'exocrine qui va détruire avec l'incarne. Et il va tuer mon Malceptor. Et en fait, là, va y avoir quelque chose à mon sens de structurant. C'est-à-dire qu'il avait avancé son Pax de Vresgard au centre pour mettre de la présence d'OC forte. Et puis je pense pour me sanctionner au prochain tour. C'est-à-dire qu'il pensait que j'allais potentiellement tuer l'incarne. Et puis après, être un petit peu dans la pampa pour qu'il puisse me sabrer avec ses Vresgard. Et en fait, ce qui va se passer, et là, à mon sens, c'est une erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, j'avais un peu anticipé ça, de pouvoir potentiellement, si je tuais l'incarne au tir, rediriger ma charge sur les Vresgard. C'est une charge assez compliquée, c'est une charge à 7, je crois. Donc bon, une charge qui peut passer, sachant que j'ai une relance gratuitement grâce à mon trait de seigneur de guerre du prince. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que mon exocrine que vous voyez en haut va tuer un Night Spinner, et en fait il va profiter de ça pour envoyer son incarne chez lui. D'ailleurs, je le remercie parce que j'avais oublié la règle de l'incarne, et en fait j'avais d'abord initialement tiré avec mon exocrine sur ce Night Spinner, et donc en fait son incarne était complètement safe parce qu'il pouvait le renvoyer tout de suite. Moi je pensais que c'était à la fin de la phase qui faisait repartir, donc il a été très sympa. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci, fais tous tes tirs sur l'incarne, et une fois que tu auras fini, on retirera mon Spinner et je remettrai mon incarne s'il n'est pas mort de l'autre côté. Il ne meurt pas parce qu'il lui reste un PV, donc il fait son mouvement. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais charger son pack de Vresgard avec mon prince. Et puis je vais lui rentrer dedans. Ça me rappelait d'ailleurs furieusement la partie qu'on avait fait avec Lugo, où justement il y avait eu un peu ce même type d'affrontement entre les Vresgard et mes tyrans de garde, et ça s'était très bien passé pour moi. Et en fait, pendant ce temps-là, je mets de la ressource évidemment avec les Ormagones sur mes objets, mon exocrine de l'autre côté, enfin je mets de la présence sur les objectifs. Voilà, donc je me positionne sur 4 objets. Donc là en fait on est dans la situation à la fin de mon tour 2 finalement. Sur la photo, et en fait ce qui va se passer, c'est que mon prince va utiliser gratuitement 2 PC pour que les 5-6 explosent au corps à corps, en changeant en plus l'adaptation, parce que contre lui j'avais pris l'adaptation létalite pour optimiser mes tirs d'exocrine, ce genre de choses sur ces véhicules. Donc je paye en place un PC pour changer mon adaptation, pour passer en sustainite, et je paye pas 2 CP pour que ça marche sur du 5+. Et en fait là je vais lui éclater son Pax de Vrexnight, je crois qu'il en perd 8 sur l'activation, ce qui fait que je suis quand même extrêmement bien, parce que derrière en plus j'organise un mouvement pour que mes packs de tir en garde soient relativement peu exposés. Alors on parle de peu exposés, on parle de Vresgard qui sont devant moi d'une unité Tolowring et des unités qui tirent sans ligne de vue, mais en tout cas ce que je veux, c'est qu'il ait juste trop de cibles, c'est-à-dire mon exocrine sur le côté qui va être chiante à tuer, mes Ormagones qui sont quand même relous à sortir, et il y a surtout le Death Sleeper en plus qui protège, et mon pack de tyrans de garde qui représente quand même un certain nombre de PV en Finopen A5, parce qu'évidemment si on me tire dessus je vais mettre gratuitement le Finopen A5. Et en fait c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que lui va décider de me tirer dessus, il va me retirer globalement mes tyrans de garde, mais il ne va pas réussir à retirer également le prince, et en fait derrière mon prince va aller chez lui. Les Ormagones vont charger également les Vresnight pour aller, les Vresgard pardon, pour aller contester son objectif. L'Exocrine va prendre une ligne de vue pour détruire l'incarne qui va finir par mourir. Et en fait tout ça fait que j'enfonce chez lui. Dès le tour 3 je suis chez lui, j'ai mon Lictor qui est sur mon objectif en haut à gauche, mon Death Sleeper sur l'objectif en bas à droite. L'objectif au centre est relativement tenu par les zoanthropes. Et en fait rapidement, je vous passe les différents tirs sur les Warp Spider, etc., qui ont été relativement faciles à gérer. Mais en fait globalement je l'enfonce chez lui, et à partir de là je sens que la partie va très bien se passer pour moi, parce qu'en fait il se retrouve acculé chez lui, et en fait rapidement avec uniquement le Vresnight pardon, parce que les Vresgard vont se faire tuer, je vais réussir également à attraper par un petit mouvement filou un Lictor qui va charger le pack de Vresgard une fois qu'il est engagé avec le tyran de garde. Et du coup, mon prince va tuer intégralement cette unité avec le Spirit Tir, ce qui fait que mon Lictor va pouvoir consolider sur le Farseer, alors pas sur l'Autarque, pardon, non, sur le Farseer, c'est bien ça, qui a un Fight First, mais du coup, je passe outre son Fight First, tout simplement, parce que je peeling sur lui, donc je tape
Et à ce moment, je vais tuer son farcir. Donc là, on perd aussi hein, l'activation du 6 auto. On perd beaucoup de choses. Il se retrouve avec du scoring complètement perdu en fait, hein, parce que là, il est complètement bloqué. En plus, il était Battle Shock sur son armée, donc il ne pouvait pas Overwatch avec les vrais gardes. Donc vraiment, la partie se passe très bien à partir de ce moment-là. Et je l'enfonce complètement et on finit, je crois, par théoriser la partie dès la fin de mon tour 3. Donc on fait le tour 4 et le tour 5 en théorie. Et évidemment, le scénario fait qu'on score quand même assez bien, parce que c'est celui où on score 4 points si on contrôle au moins un objet, 4 points si on tue au moins une unité, et 4 points si on tue à chaque fois une unité de plus que son adversaire, ou qu'on contrôle plus d'objets. Donc moi je vais m'envoler littéralement au primaire, puisque je vais contrôler à chaque fois, je vais mettre 12 d'objectifs, et donc je vais mettre 16 en tout cas, en plus, et lui il va mettre que 8. Donc il existe quand même au primaire, ce qui lui permet de limiter une grosse défaite, mais il s'en sort quand même pas complètement serein, puisqu'il perd la partie 16-4. Alors c'était une partie très agréable, hein, on imagine une dernière partie du tournoi, donc un peu de fatigue. Mon adversaire m'a accepté des choses, notamment de me laisser tirer d'abord avec tous mes zoanthropes sur l'incarne avant de le redéployer, parce que j'avais oublié ça. Moi, je lui ai permis de ne pas bouger son incarne, parce que j'allais pouvoir l'overwatch avec l'exocrine, donc il a préféré ne pas bouger. Enfin voilà, on s'est autorisé des choses, partie très cordiale. Je le remercie pour la partie, c'était une partie très agréable. Et du coup, ce qui se fait, c'est que je gagne cette partie. Donc en fait, je termine ce tournoi avec 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, ce qui est quand même très très bien. Donc en ça, j'étais quand même hyper contente. Donc fin de tournoi pour moi à ce niveau-là. Avant de passer à la conclusion, je vous fais un petit débrief de ma liste et ce que j'en ai pensé. Et donc, avant de passer à la conclusion, comme je le disais, petit retour sur ma liste. Alors honnêtement, je suis très satisfaite de ma liste. Et au niveau de ce petit retour, on va aussi parler des quelques listes que j'ai vu tourner Tyranny, que ce soit au Warmaster ou au WTC. Alors, ma liste déjà, dans un premier temps, moi je la trouvais très bien. J'avais fait le choix personnellement de ne pas jouer full gaunt. En tout cas, quand je dis full gaunt, c'est une quarantaine de gargouilles en fait. Parce que je voulais garder une appétence à avoir de la réaction, notamment avec le trigon. Pour avoir un peu plus de punch, un peu de réaction. Ça me plaisait de jouer avec ce trigon qui m'avait vraiment plu pendant mes tests. Alors évidemment, on peut évidemment changer pour le rentrer, on peut le sortir pardon, et puis rentrer deux fois 10 gargouilles, hein, c'est complètement faisable. On joue là-dedans beaucoup plus dans une liste de nuller le primaire adverse, à savoir que j'envoie mes gargouilles pour te nuller ton primaire. Moi j'avais préféré avoir un peu de puissance brute sur le trigon. Force est de constater que le trigon n'a pas été merveilleux. Alors il a fait le boulot, mais disons qu'il a plus permis d'enfoncer que de réellement développer un style de jeu. C'est-à-dire que le trigon m'a permis d'enfoncer certains matchs, je pense notamment au TS, ou même d'ailleurs le match-up Eldar où j'en ai pas parlé, mais en gros évidemment le trigon a faible dans sa zone, ce qui donnait une ressource en plus à gérer, en plus de ce qui était au centre et sur les côtés. Mais je trouve que c'est une unité qui est bonne, mais qui a besoin de ces deux PC pour que les 5-6 explosent ou fassent du létalite. Et donc ça implique qu'il soit à portée synapse, ce qui n'est pas souvent son rôle. Donc peut-être que le trigon devrait être remplacé pour vraiment jouer une liste qui se rapproche de celle qui était jouée par la Grande-Bretagne. Donc là encore, la liste de la Grande-Bretagne, très très intéressante. C'est une liste qui est composée, qui est assez proche de la mienne en fait, en termes de structure, mais qui échange finalement les tyrans de garde, le Death Sleeper et les Ormagaunt par beaucoup plus d'Ormagaunt et des Malceptors. C'est très intéressant parce qu'effectivement les Malceptors avancent, prennent des lignes de vue et puis tirent là où les Exocrines et les Zoanthropes restent derrière. Moi je suis assez contente de mon pack de tyrans de garde, je ne me vois pas le retirer parce que je trouve qu'il a été quand même très structurant, notamment le match Eldar, notamment le match Thousand Sun où c'est très important d'avoir autant de PV. En du 8 avec une bonne save qui peuvent être fin open contre 4 PV, c'est chiant pour les séquençages de dégâts. Et puis en plus de ça, quand on utilise les 2 PC gratuits pour le prince, c'est dupliqué puisqu'on envoie 18 attaques qui vont en général faire 18 touches puisqu'on touche à 100%. En full reroll des blesses, PA-1, c'est la PA-1 qui bloque un peu, c'est un peu dommage. Mais en tout cas voilà, le pack est très intéressant, moi je le trouve très bon. Je trouve ça intéressant, honnêtement j'aime beaucoup ma liste, elle m'a pas déçu. La liste effectivement anglaise est très chouette aussi, c'était clairement ma préférée quand j'avais étudié un peu les rosters. Je trouve que cette liste avec triple Malceptor, 40 gargouilles pose un vrai problème puisque en fait à la fois on avance sur la table inexorablement et en plus on deny le primaire adverse, donc ça c'est intéressant. Moi j'ai espéré le deny adverse plutôt avec un Euro Tyran.
ce qui est plus aléatoire, mais en même temps ça permet aussi d'avoir des bulles de synapse éloignées, donc c'est une autre source. Voilà, en tout cas je trouvais cette liste anglaise très intéressante. Il y a une liste qui a bien performé aussi au War Master, c'est une liste australienne qui ressemble beaucoup à celle qui est jouée par les États-Unis avec des Carnifex en crash mort. Alors c'est assez étrange, au début on ne comprend pas et puis en fait on comprend après, c'est-à-dire que vu qu'avec le vieux board ça full reroll des touches, bah, si vous faites 24 tirs de Carnifex, et je ne parle même pas des bioplasmas et puis des rangées d'épines qui augmentent encore ce nombre de tirs, on est globalement à une trentaine de tirs qui vont full reroll touche, potentiellement blessé auto sur du 6, exploser sur du 6. Ça fait quand même assez mal, c'est de la PA-2, donc là encore la PA-2 quand on a la faculté d'ignorer le couvert, ça fait quand même très très mal. Même sur les véhicules, sur des IK, vous faites vraiment drastiquement mal. Et puis c'est une unité qu'on ne peut pas vraiment closer, puisqu'il y a encore le vieux board dedans qui full reroll, qui met des parpaings énormes. C'est une unité qui est assez solide, hein, puisque en 2+, qui peut bouger pendant le tour adverse, donc là aussi c'est assez intéressant. Et après, bon, bah, c'est du connu, hein, c'est de la létalité, etc. Mais voilà, il y a deux orientations en tyrannide, je le redis, hein, c'est vraiment l'orientation je deny le primaire, qui est beaucoup plus stable peut-être, et puis une létalité un peu plus accrue, avec des choses comme des trigons, des malceptors, voilà, qui augmentent encore la létalité, mais qui du coup se fait au détriment de la présence sur table de Gaunt. Donc voilà, moi je trouve que ma liste a très bien tourné. Il y a possiblement des choses à améliorer peut-être en équipe. Là, j'étais entraîné uniquement pour le solo, donc j'étais parti vraiment sur une liste solo que j'avais aussi envie de jouer, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon style de jeu de deny le primaire en envoyant des gargouilles en permanence. Il y avait aussi un problème de figurines. Moi, je ne voulais pas jouer avec d'autres figurines qui n'étaient pas à moi, donc je n'avais que 20 gargouilles, donc c'était compliqué d'en jouer davantage. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui ont bien marché dans ma liste, d'autres qui ont été un petit peu perfectibles. Le Trigon est très cool, je le trouve très très intéressant à jouer, mais force est de constater que c'est pas ce qui va vous sauver sur une game. C'est quelque chose qui va chercher à enfoncer quelque chose, mais qui va pas vous sauver sur une game, là où vraiment des gargouilles, ça a vraiment cette appétence à annuler le primaire adverse, où c'est très stable. Donc peut-être que retirer le Trigon pour jouer 2 packs de gargouilles supplémentaires, ça serait intéressant. Les Armagones, je les avais testés par rapport à ce que m'avait dit Razorwix. Moi, j'ai pas trouvé ça dingo comme unité, effectivement. C'est sympa parce que ça apporte une certaine forme de létalité. Sur l'Eldar, notamment, j'ai pu aller chasser des araignées spectrales avec, et avec assez peu de réussite, faut bien le dire. Donc peut-être que je vais repasser sur mon idée déjà de gargouille, de 2 packs de gargouilles plutôt qu'un pack d'Orma. Ça, c'est une petite adaptation que j'avais faite au dernier moment pour tester. Je pense que je vais revenir à mes gargouilles, donc voilà, tout simplement pour garder cette appétence que j'avais initialement de contester le primaire. Voilà, donc en tout cas les listes tyrannides sont quand même assez ressemblantes. Il y a la liste australienne qui joue que des Gaunts. Moi personnellement j'aime pas trop ça, parce que je trouve que ça oriente quand même beaucoup sur certaines listes. On peut pas affronter n'importe quoi avec cette liste, hein. Typiquement, moi j'avais fait des tests contre Liam avec une liste avec beaucoup de Gaunts. Bah, les lance-flammes sont dramatiques, hein. Quand vous prenez du coup de lance-flammes au tour adverse et à votre tour sur des paquets de 20 Gaunts, bon bah ça meurt, hein. Il n'y a pas de, il a pas de surprise. Vous avez vraiment très peu de létalité, donc moi ça me plaisait pas trop de jouer ça. Donc je trouve que la meilleure liste, moi, c'est vraiment celle de l'Angleterre. Je la trouvais vraiment excellente. La liste des États-Unis était intéressante pour cette amélioration qui était, en tout cas, l'exclusivité des Carnifex plutôt orientée tir, alors que moi je les voyais plutôt en close. Et j'avais été relativement déçu par le paquet de Carnifex en close. Là où en tir, il faut reconnaître que ces 24 tirs fiables force 7 PA-2 peuvent être sympas. Donc voilà, des belles choses en tyrannide. Voilà, moi je suis globalement, j'en reparlerai dans la conclusion qui arrive, mais je suis vraiment très satisfaite de ce War Master, de ma liste, de mon résultat, donc hyper contente d'y être allé. J'étais un petit peu, alors je vais pas dire que ça me faisait chier d'y aller, mais j'étais pas dans le même mood que l'année dernière par rapport à la V10 qui me déplaît un peu, toujours sur les mêmes choses dont j'avais parlé avant, l'absence de corps à corps en tyrannide. Le corps à corps globalement pas bon dans la version, et puis aussi les scénarios qui sont vraiment très bizarres sur certains d'entre eux, notamment le rituel et déployer les balises déployer les servoscules, pardon, qui sont quand même des scénarios très très bizarres en termes d'ergonomie de jeu, où on doit déplacer des figurines dessous, replacer des objets, enfin c'est très très bizarre.
si on accepte ces deux scénarios, je trouve que les scénarios sont chouettes dans la version. Et contrairement à ce que j'avais dit, il y a probablement un peu de... Les scénarios sont... Disons que ça change pas, la macro de jeu reste la même. Il faut empêcher l'adversaire d'être sur les objets et être sur les siens. Mais force est de constater qu'il y a une vraie variance dans les estimés entre les scénarios, s'il y a des objets au centre, s'il n'y en a pas, la manière de scorer, si c'est à la fin du tour ou au début, à la fin de la phase de commande. Enfin, il y a pas mal de variances là-dessus. Ça complique le jeu aussi. Alors, moi, je voulais bien que Game Workshop dise que le jeu est plus simple, mais là, les scénarios sont des fois un petit peu arrache-tête. Enfin, à se tirer par les cheveux plutôt d'ailleurs. Mais voilà. Donc, très cool pour le tournoi. J'étais très contente. Et maintenant, on passe à la conclusion de ce tournoi. C'en est donc fini de ces 6 parties du War Master. Donc effectivement, 3 parties. Donc 3 parties le premier jour avec une victoire, une défaite, une égalité, puis 3 victoires. Pour déjà décomposer un petit peu le War Master, ça a vraiment été en 2 jours. Les premiers jours, il y avait déjà les scénarios. En tout cas, ceux de la deuxième et de la troisième ronde étaient très particuliers. C'était ceux avec les cerveaux-crânes pour le premier et le rituel pour le second. Il faut savoir que ces deux scénarios, notamment le cerveau-skull, ont un fonctionnement à mon sens complètement idiot, qui consiste à pousser les objectifs vers la zone de déploiement inverse pour scorer des points. Et vous ne scorez des points que si vous contrôlez des objectifs qui sont du côté de la zone de déploiement de votre adversaire. Donc dans le No Man's Land, on est du côté adverse. Ce qui fait que le joueur qui commence pousse les objectifs, donc il va potentiellement pas marquer le primaire à son tour. Par contre, vous, de toute façon, vous n'aurez aucun moyen, même en les repoussant, de marquer vos primaires. Et en fait, ça donne un énorme avantage à la personne qui commence, un avantage qui me paraît démesuré. Parce que là, l'initiative, c'est la personne à de la projection. Il peut pousser littéralement les 3 objets de l'Interland et vous dire, tu scoreras jamais. Ou à l'inverse, les amener vers lui. Il ne scorera pas, mais vous allez galérer avant de pouvoir les reprendre, même si ça peut être dangereux, parce que comme je vous ai dit, il faut scorer si vous tenez des objectifs qui sont plutôt du côté du No Man's Land de votre adversaire. Donc, si on pousse les objets vers soi, l'adversaire, s'il arrive à en capturer, il va scorer beaucoup. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un scénario qui est très bizarre. Ensuite, le deuxième scénario qui était un petit peu problématique à mon sens, c'était le rituel, qui consiste à avoir un seul objectif au centre de table, puis après, vous créez d'autres objectifs à chaque tour. Donc à la fin de la partie, il peut y avoir, je n'ai pas calculé, mais je crois que c'est 8 objectifs au milieu. C'est n'importe quoi. En plus de ça, il faut imaginer avec des cloques, des figurines sur les objectifs. Donc il faut bouger les figurines, les décors, replacer l'objectif à 6 pas, puis remettre les figurines dans un jeu où la micro-gestion est quand même assez importante. C'est juste hyper compliqué. On rajoute à ça la cloque avec le temps limité. Imaginez-vous bouger 3 objectifs à chaque tour. Ça prend un temps monstre. Donc voilà, c'est des scénarios qui sont à mon sens inadaptés aux jeux compétitifs. Parce que peut-être même inadapté au jeu tout court pour ce qui est des cerveaux-crânes. Mais en tout cas, c'est très bizarre de devoir bouger des objectifs en cours de partie. Donc ces deux scénarios-là, moi perso, je n'ai pas du tout aimé. Et à ce niveau-là, les scénarios, je trouve qu'ils étaient vraiment pas bons du tout et pas équilibrés. Le premier scénario du War Master était tout à fait correct. Et ensuite, les 3 autres ont été quand même relativement dans la veine V9. Et même si, il y a des critiques sur le côté lisible de la V9, je trouve que quand on joue à un jeu, il faut quand même être OK, au clair, pour que le scoring soit à peu près équivalent pour les deux. Pas que l'initiative ait un rôle structurant dans le scoring, sachant que le primaire, je le redis, c'est ce qui vous fait gagner une partie. Si vous ne marquez pas de primaire, vous ne pouvez pas gagner, c'est pas possible, puisque l'aléatoire des secondaires fait que votre adversaire pourra toujours scorer et vous aussi. Donc le delta se crée sur le primaire. Donc voilà, première journée, j'étais un peu en mode, la V10 c'est quand même vraiment pas terrible, ces scénarios c'est vraiment bizarre, et puis j'étais vraiment en mode, c'est vraiment la purge parce que les scénarios sont vraiment hyper bizarres. À partir de la deuxième journée, on a joué des scénarios beaucoup plus équilibrés à mon sens, et là je trouvais que c'était vraiment plus intéressant. Là aussi c'est mon ressenti, mais j'ai vraiment trouvé que c'était plus, alors sans doute plus scripté certes, mais derrière au moins il y avait une vraie stratégie à mettre en place et qui ne pouvait pas être juste totalement faussée par une initiative adverse ou juste le rituel il n'est pas trop problématique parce que globalement rapidement il y a une réciprocité dans les objectifs que l'on met,
mais jouer une partie où à la fin il y a 8 objectifs sur la table, c'est un peu bizarre, on va pas se mentir. Et voilà. Donc la première journée, j'étais voilà, résultat mitigé, une égalité, une défaite, une victoire. Bon, je savais que du coup le haut du panier a été quasiment inaccessible. Et en plus, j'étais un petit peu déçu d'avoir affronté 2 Custodes d'affilée. Bon, il se trouve que le lendemain, je raffronte à nouveau un Custodes. Et en fait, à partir donc de cette partie avec le deuxième joueur Custodes, je m'aperçois d'une erreur, c'est que j'ai beaucoup trop joué en Maelstrom, en cartes. Ce qui me pose d'ailleurs problème dans le match Custodes, puisque j'ai un scoring un petit peu aléatoire sur mes secondaires à cause des cartes, ce qui me coûte l'égalité finalement. Là où je me dis, en fait, si je joue en fixe, en tyrannide via les biovores, c'est beaucoup plus stable et en tout cas ça va demander beaucoup trop de ressources à mon adversaire pour m'empêcher de le faire. Et s'il il le fait, c'est qu'il reste chez lui. Donc je pourrais toujours, moi, prendre des lignes de vue pour détruire ces unités qui me bloquent mes FEP, pour ensuite placer ma Spormine à la fin de la phase de tir. Autre solution, c'est que j'ai des lictors, donc si l'adversaire cloisonne complètement sa zone de déploiement, c'est qu'il a beaucoup moins de ressources sur l'interland, et donc mes lictors peuvent tranquillement se poser sur les objectifs. Donc j'ai déployé un jeu fixe à partir des 3 dernières parties, et ça a été vraiment une très très bonne idée, parce que c'est ce qui m'a vraiment permis de marquer très très fort des points. Donc à ce niveau-là, et c'est là où je me suis aperçu que le Tyrannide était vraiment exceptionnel en termes de scoring, parce que cette faculté à jouer en fixe sans aucun aléatoire sur le scoring, juste votre adversaire peut décider de vous coordonner, mais c'est compliqué de réellement coordonner un socle de 25 mm. En plus de ça, vous avez la phase de tir avant, donc vous pouvez un peu enlever les cordons, ce genre de choses. Bon, c'était quand même très compliqué, et clairement ça a été une grosse plus-value, donc ça a été un vrai enseignement à partir du deuxième jour de jouer en fixe. Et j'ai joué, sauf erreur, sauf sur l'IK, téléport Homer, donc déployer les brouilleurs, et engager sur tous les fronts. Donc voilà, je termine finalement ce tournoi à la 28e place sur 280 personnes, donc c'est excellent. Enfin, moi je suis absolument ravi de ce résultat. En plus, entre guillemets, Spormine sur le biovore, bah, en fait, en plus je suis première tyrannide, quoi, donc je suis hyper contente, parce que je suis hyper fier en plus de moi, parce qu'il y avait de la belle opposition, notamment le joueur australien, qui sont des grosses équipes, pas mal de joueurs anglophones aussi qui jouaient tyrannide. Je crois qu'on était entre 10 et 15 joueurs tyrannides, et moi je suis hyper contente d'avoir fini première. Je suis hyper contente de mon parcours, parce que j'ai eu un parcours... finalement, le solo c'est toujours un petit peu aléatoire, surtout que là le solo était très orienté vers des gros codex. Il y avait beaucoup d'Eldar, beaucoup de Jult Genestealer, beaucoup de Sultodes, beaucoup de Necron, donc bon, pas mal de TS aussi. Enfin voilà, les gros codex étaient très représentés, donc bah, il y avait aussi un peu l'aléatoire du tirage. Bon bah moi j'ai pris 3 fois un Custodes, j'avoue que j'étais un peu, à la fin j'étais un peu agacé, j'étais en mode bon, j'aimerais bien voir autre chose. Mais la réalité, ouais, c'est qu'en fait le solo c'est toujours aléatoire, hein, en fonction de son appariement. Bon, ben j'affronte quand même j'ai pas affronté de joueurs pas bons, honnêtement, tous les joueurs étaient bons. J'ai affronté un Thousand Sun, c'est quand même un codex qui est très fort. Je pense que l'adversaire ne le maîtrisait pas complètement, pour reprendre ce que je disais dans la vidéo de la méta, c'est que le Thousand Sun a besoin d'être archi maîtrisé par l'adversaire pour réellement comprendre la logique de jeu de tyrannide et comment faut jouer. Et en fait, en ne le faisant pas, il s'expose à une petite défaite. Ensuite, j'ai affronté 3 Custodes qui sont un codex franchement excellent, qui est pas évident à prendre de manière générale. Je pense que le tyrannide le gère correctement, mais c'était quand même un match un peu touchy. Le RK est un match ok, je pense, c'était le match probablement le plus facile. Et ensuite, j'affronte un Eldar en dernière ronde, où là, clairement, bon, bah, je me suis dit, en engageant la partie, c'est pas grave, j'aurais fait 2 défaites, une égale, et ça sera cool, j'aurais perdu contre les gros codex, mais finalement, j'aurais pas démérité, et je gagne cette partie. Franchement, j'ai compris très vite que bon, de toute façon, je vous en ai parlé dans le moment de la présentation de cette partie, parce qu'effectivement, très rapidement, je me suis rendu compte que j'allais l'enfoncer, et à partir de là, j'ai déroulé. Et alors, c'est très drôle, mais je sens en moi, quand une partie commence à partir dans mon sens, je le sens au fond de moi, et au contraire, je pousse pour aller enfoncer. Et j'ai vraiment ressenti ça sur
le Craft World et sur le RK, mais le RK c'était vraiment beaucoup plus lisible. Mais sur le Craft World, j'ai très vite senti que j'avais pris un énorme avantage. Et ça m'a poussé vraiment à jouer la partie au maximum. Et c'est vrai qu'en mettant un gros score, ben, je me replace très bien. Donc vraiment hyper contente de ma performance pendant ce tournoi. Très très bonne ambiance, j'ai croisé plein de gens, c'était hyper cool de voir des gens. J'en ai vu certains qui évidemment suivent la chaîne, donc ça m'a fait plaisir de vous voir. On m'a offert des macarons, enfin merci à toi d'ailleurs si tu écoutes la vidéo. Mais enfin, voilà, c'était hyper cool de vous voir tous. J'espère que, alors quand la vidéo sortira, l'équipe de France aura joué son WTC. J'espère vraiment qu'ils vont se sortir les doigts et qu'ils vont faire quelque chose de chouette pour la communauté, parce qu'il y a vraiment un gros soutien de la communauté. Donc j'espère qu'ils vont faire une bonne performance. Et moi en tout cas, je suis là rentré chez moi en France quand je tourne la vidéo. Et je les aide un petit peu encore sur les pairings pour essayer de leur filer un coup de main pour qu'ils fassent au maximum. Donc notamment sur le Tyrannide, moi ça m'a vraiment permis, et je vais d'ailleurs conclure là-dessus, c'est que vraiment ce tournoi m'a vraiment permis de consolider mon jeu. J'ai compris maintenant vraiment la macro, comment faut jouer, souvent un scoring de fixe finalement beaucoup plus pertinent probablement que le Maelstrom en Tyrannide. Également sur la visibilité des matrices pour pouvoir remplir mieux des matrices avec l'échéance du Big Four qui arrive. Donc voilà, très 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 contente de ce tournoi, hyper contente d'y avoir participé, c'était vraiment super cool. Donc voilà, bon j'espère que la vidéo vous aura plu, cette longue vidéo en 2 parties, à la fois présentation de liste et à la fois retour d'expérience de ce tournoi. Je m'excuse sur les photos, je sais qu'il y a des gens qui voudraient plus de photos, c'est honnêtement pas tenable. Enfin, en tout cas, moi je ne peux pas faire une partie compétitive et en plus gérer un micro rapport de bataille en photo en même temps. Il y a une tension sur table, pas liée aux adversaires, mais simplement liée à la partie en anglais. L'adversaire, il y a la cloque, enfin, c'est compliqué de faire vraiment ça. Donc, en tout cas, moi je ne peux pas le faire. Donc, je prends une photo. Quand j'y pense, souvent aux alentours du tour 3, ou quand je n'y pense pas au tour 5, pour vous montrer un peu la structure, et après dans mes explications, j'essaie de vous expliquer ce qui se passe sur la partie. Mais voilà, je peux malheureusement pas faire plus pour l'instant. Donc voilà. Dernière chose aussi, il y a beaucoup de commentaires de gens qui me demandent si je peux faire une army showcase, entre guillemets, pour vous présenter l'intégralité de mes tyrannides. Alors c'est un projet que je veux faire, ça sera faisable un jour. Pour l'instant, mes tyrannides, je n'ai pas les moyens matériels de les filmer, de les mettre, parce que bon, ça va choquer les gens, mais j'ai 27 000 points de tyrannides, donc ça prend de la place. Et malheureusement, je n'ai pas le moyen d'avoir une table assez grande, donc à moins de les mettre par terre, ça va être dégueulasse, j'ai pas l'éclairage. Donc je préfère attendre de faire ça correctement, peut-être dans 1 an, pour avoir un peu de matériel, etc. Mais ça c'est prévu, vous inquiétez pas, c'est prévu. Vous aurez un jour la flotte ruche Léviathan d'Aimé, pas de souci. Mais voilà, pour les gens qui me demandent, malheureusement je ne peux pas pour des moyens juste logistiques pour l'instant. Mais c'est prévu, ça arrivera un de ces jours. Il faut juste être un petit peu patient. Voilà, écoutez, je vous laisse. Merci à vous pour l'écoute de la vidéo. Merci encore aux gens que j'ai croisés au War Master, c'était super cool. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis.